L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, rebonsoir, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est la seconde partie de votre émission Ici tout se raconte avec le thème suivant, liaison amoureuse entre enseignants et apprenants. À qui la photo? Pour ça, je reçois pour vous les mêmes invités qu'à la première partie. Il s'agit de Reine de Dieu, elle est experte en environnement. Bonsoir. Bonsoir Madame Tatiana, merci pour l'invitation. Également avec nous, il est le seul coq de la basse-cour cet après-midi, c'est Toussaint Sagbo-Fanou, il est consultant en éducation. Bonsoir. Bonsoir Tatiana et à toute l'équipe. La dernière panéliste, c'est Irène Aïvi, conseillère pédagogique, ancienne syndicaliste. C'est vrai qu'on dit syndicaliste un jour, syndicaliste toujours. Oui. Bonsoir. Bonsoir Tati. Alors, on se rappelle que lorsqu'on s'est quitté la semaine dernière, nous avons parlé de ces enseignants qui sont prédateurs. Et je vais laisser la parole à M. Toussaint Sagbo-Fanou. Merci beaucoup. Il y a un élément sur lequel on doit mettre l'accent, Madame Aïvi a commencé, elle a continué, c'est l'éducation. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement comme une tomate que vous cueillez dans un jardin. Nos parents avaient des capacités de conservation de cette tomate-là. La tomate-là, c'est la société. Nos parents avaient une capacité de conservation telle que sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y avait des filles qui ne pensaient même pas à ce que c'est qu'un homme. La tomate-là ne pourrit jamais. C'est quand on lui dit, bon, maintenant, c'est bien, lui, c'est un homme, et vous pouvez aller vous balader. On sent qu'on a donné le top, et la fille se dit, ah, donc c'est possible, mais encore avec des réserves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus la capacité de conserver cette tomate. Notre société est dans une phase de déconfiture alarmante. Et cette tomate pourrit tous les jours un peu plus. Elle pourrit à tel point que même l'État se dit, si je dois régler maintenant, on va dire droit de l'homme, on va dire ceci, et tout le monde regarde faire. La rue détruit. Vous construisez, la rue déconstruit et finit par détruire. Là, nous sommes dans une société où, moi personnellement, c'est pas que je suis très pessimiste, mais je suis réaliste, je me dis, c'est pas évident que tout aille dans le sens que nous voulons en faisant ce débat. Et on fait ce débat, c'est pour que les gens soient réglés. La pendule là, l'aiguille là ne monte plus. Et l'aiguille n'est pas à l'heure. Et horloger, réglez-nous ça un peu. On règle, on met la pile pour que ça continue de travailler normalement. Mais j'ai peur que ça ne marche pas. Parce que, comme elle l'a dit, moi j'ai dit un secret qui est né de l'éducation qu'on nous donne. Il y a des filles aujourd'hui, quand vous leur dites bonjour, dit bonjour, Jean. Elle s'énerve. Parce que l'homme lui a dit bonjour. Parce qu'on lui a démontré que quand l'homme dit ça, c'est pour t'attaquer. Donc, il faut être sur tes gardes. C'est vrai, c'est un peu trop dur. Parce que quand vous arrivez en Europe, même Madame Aïvi, bien mariée, mère, grand-mère, vous lui dites, bonjour maman, vous êtes belle. Elle vous dit, ah merci, merci, c'est gentil. Elle continue son chemin. Mais chez nous, on a l'impression que dès que l'homme vous dit ça, eh bien, il faut que vous soyez braqués. Effectivement, cette éducation a fait que les filles ont échappé pendant longtemps. Aujourd'hui, la liberté, la rue, avec tout ce qu'on peut dire de vous, filles acariâtres, filles non évoluées,
les temps ont changé et elle est encore là à regarder les gens avec dédain, cela fait que vous rentrez dans votre coquille pour accepter beaucoup de choses. Mais je dis, l'État, lorsque l'enseignant n'a pas la maîtrise de soi, parce que c'est ça le problème. Moi, je me rappelle quand on était enseignant, selon ce qu'on nous a enseigné quand on était au village, jusqu'à aller à l'école, jusque dans les familles où on était, chez les oncles, quand vous êtes devenu enseignant et que vous constatez qu'une fille est en train de vous provoquer, vous l'appelez quelque part, vous dites, ça veut dire quoi? Tu es à l'école ou bien tu es dans un cabaret? Ça veut dire quoi? Arrange-moi ça vite. Quand vous avez ce tonus, la fille là ne va plus jamais tenter de vous séduire vous. Elle peut aller vers un autre qui est tendre, qui accepte tout. Alors, si les hommes avaient ce comportement, évidemment, je ne peux pas dire à tous les hommes d'avoir ça, mais l'idéal serait de ramener la fille à l'ordre pour lui montrer que vous n'êtes pas là pour ça. Elle va prendre peur. Et aussitôt que vous êtes en classe, vous la reprenez comme votre propre fille, avec la tendresse dont elle a besoin pour accumuler le savoir. Il faut créer les conditions, créer une ambiance où on sent que tonton ou bien le professeur, c'est un bon grand frère, c'est un oncle, il est gentil. Et c'est ça qui se passe au primaire aujourd'hui, où les enfants copient plus ce que leur dit le maître que ce que disent maman et papa. Quand on dit lave-toi avec les mains, non, laisse le savon. Quand tu vas finir de manger, non, le maître a dit qu'il faut se laver les mains avec le savon avant de manger et après. Vous voyez? Et là encore, le maître a un rôle énorme. C'est le conducteur, c'est le modèle. Si l'homme n'est pas un modèle et n'est pas un repère, si l'enseignant d'aujourd'hui n'est pas le repère, le modèle, la société est foutu et même touffu, comme le dirait quelqu'un. Donc, je crois qu'il y a l'éducation. Aujourd'hui, l'État doit jouer un rôle. C'est-à-dire, enfin, excusez-moi de dire ça comme ça, hein, les pratiques occidentales nous ont aliénés et déroutés, détournés de nos pratiques que moi j'adore, les pratiques traditionnelles. Donc, il faut que l'État remette un peu les pendules à l'heure sans craindre qu'on lui dise attention, droit de l'homme, droit de ceci. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit que ce n'était que du feu follet. Madame Aïvi, oui. Vous voulez renchérir. Vous avez écouté l'intervention de Reine et vous venez également d'écouter l'intervention du professeur Sabo. Quelque part, je dis, je suis très, très heureuse de tout ce que j'entends ici ce soir. Et, oui, ce soir. Ouais. Alors, je me dis qu'à côté de l'enseignant et de l'État, les parents ont une grande responsabilité dans ce qui se passe là. Parce que moi, je me rappelle qu'au moment où moi j'allais au collège, ma maman me disait, attention, le professeur, il est là pour enseigner. Tu ne vas pas regarder sa tête, ni son habit. C'est ce qu'il est venu t'enseigner qui entre dans tes oreilles. Et si tu ne comprends pas, tu peux lever ton doigt. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas compris ci, je n'ai pas compris ça. Aujourd'hui, les parents n'ont plus le temps de parler comme ça à leurs enfants. Les parents n'ont plus le temps de dire à leurs enfants, l'enseignant, ce n'est pas un homme que tu vas regarder en classe. Ce n'est pas son accoutrement, ce n'est pas son habit et ce n'est pas sa forme que tu vas regarder. Encore que, entre parenthèses, nos jeunes enseignants, il y en a aujourd'hui qui s'habillent de manière à... Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Bah non, moi je comprends pas. Chers internautes, vous comprenez quelque chose? Donc dites-nous, nous on ne comprend pas, Madame Aïvi. L'enseignant que moi j'ai connu, les enseignants que j'ai connus, c'est les enseignants d'avant, hein? C'est des gens qui s'habillent de manière correcte, décente. Ils vont, et quand vous voyez le pantalon bien repassé, la chemise là-dedans avec la ceinture, vous ne voyez rien. Aujourd'hui, voilà des gens qui viennent au cours en jean, plaqués, et des t-shirts qui montrent complètement la forme de leurs pectoraux. Des tartates. Et puis, ma foi, les gens parlent de quoi? Tablettes de chocolat. Et vous voyez complètement tout. Donc, vous voulez me faire comprendre que la tablette de chocolat peut déconcentrer un apprenant ou une apprenante? C'est pas ce que vous dites doucement là, hein, Madame Tati. Parce que si le professeur est devant toi, lui-même, il sait qu'il s'est habillé façon à plaire à ses élèves. Il fait le Joe, il va, il vient, et puis c'est lui qui explique tout. Vous croyez que l'enfant va suivre ce qui sort de sa bouche? Mais on le regarde, parce qu'il fait son cinéma. On le regarde. Et les enfants regardent, les filles regardent. On le regarde, et puis leurs yeux là sont centrés où? Oui, mais le problème, c'est que ils sont pas tous en destroy, en tartate et en plaquettes de chocolat. Il y en a qui sont en bomba, mais ça n'empêche pas qu'il y ait... Au moment du colon, il n'y avait pas de bomba à l'école.
Mais il y a de bombes en ce moment. Voyez-vous, Mais ça continue. S'il vous plaît, c'est valable même pour les dames aussi. Hein. Oui, oui, on ne parle pas. Des enseignantes à l'école ou bien dans les universités. Des prédatrices. Avec des trucs façon, des habits façon, et ça moule le corps au point où, vous voyez, les garçons, surtout les élèves du second cycle, là, bon, ils sont trop forts dans ça, ils sont là, ils regardent. Ils regardent. Mais quand c'est comme ça, vous voulez que l'enfant fasse quoi? L'apprenant, il fasse quoi? Mais il va commencer à avoir des idées dans la tête par rapport à son professeur, il y a les femmes. Et la fille aura, l'élève, l'étudiante aura des idées par rapport à son monsieur. C'est comme Reine a dit. Non, mais ce n'est pas à l'université que ça ouvre ça. Hein. Depuis le collège ici, ça commence. Et quand elles sont devant, là, elles font tout. Mais il y a eu une vague de professeurs qu'on avait eu en temps là, les étudiants en mission, les bacheliers en mission, où, voilà, le lot que les filles ont attaqué. Mais je ne vous cache rien, vous comprenez ce que je dis? Absolument. Ce sont eux qui sont passés par là. Et Dieu sait qu'ils ont fait des rafles, des dégâts. Mais l'État a fini par s'interposer dans cette affaire. Parce que les enfants ne travaillaient plus. Ils attendaient seulement la fin de l'année pour aller rendre visite à ce genre de profs-là, pour pouvoir avoir les moyens de passer. Mais ce n'est pas bien. Dans ça, là, l'éducation a pris un coup. Mais aujourd'hui, avec le sujet que nous avons là, moi, je suis même fière que l'État ait pris des tests de loi pour interdire les liaisons amoureuses entre les professeurs et les élèves. Néanmoins, mais il y a quelques-uns qui se sont fait prendre l'année dernière avec tout. Oui, mais moi, je dis ceci que... C'est bien beau d'interdire, mais ça continue. Oui, ce qui est grave, c'est qu'il y a toujours des brebis galeuses dans le rang, aussi bien des enseignants que dans le rang des élèves. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des filles que malgré tout, elles sont prêtes à faire tomber leurs professeurs. C'est ce que Reine a dit au détour là. Hein? Elle te cale, elle te suit durant toute une année, et finalement elle te coince. Et ils sont faits de chair. Ils ont des sens. Que voulez-vous qu'ils fassent? Mais quand c'est comme ça, c'est que il faudrait que l'on ne punisse pas seulement la loi qui a été la loi 2021 qui est sortie là. Hein? Le 20 décembre 2021. Il ne faut pas que cela fasse seulement répression sur les enseignants. Il faut que les filles aussi, on les punisse. Parce que c'est elle la porte ouverte à tous les vices. Mais les enseignants savent qu'avec ça là, leur tête est mise à prix. Mais alors les filles, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur dit rien. Les parents à la maison n'en parlent pas. Aucun parent ne parle de sexualité et de relations coupables avec les professeurs. C'est quand ça arrive, les parents commencent à crier. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en amont pour empêcher leurs enfants de tomber dans ça? Je connais moi des familles aujourd'hui qui ont honte et qui ne veulent même pas parler de sexualité avec leurs filles. Et pourtant les enfants sont là, c'est dans la rue. C'est comme le professeur a dit, c'est la rue qui les éduque. Et dans ça là, vous voulez quoi? Non, je crois que ce seul débat que nous sommes en train de faire là, ça ne va pas régler beaucoup de choses. Hein. Mais ça aidera à ouvrir, à ouvrir disons, comment dire, à éveiller la conscience d'un certain nombre d'enseignants. Mais aussi si vraiment les parents d'élèves peuvent suivre ça, ça va aider à ouvrir à éveiller leur conscience pour qu'ils sachent qu'ils ont des responsabilités à suivre dans ce genre de choses, du fait de ne pas avoir à échanger avec leurs enfants à la veille d'une rentrée, à 1 semaine, 2 semaines de la rentrée. Il faut faire asseoir les enfants et leur dire: vous allez à l'école, c'est pour ci, c'est pour ça. C'est pas pour les beaux yeux d'un professeur, c'est pas pour aller regarder l'accoutrement d'un professeur, aussi bien qu'il peut être homme que femme. Vous n'êtes pas parti pour ça, mais vous êtes parti pour votre avenir. Et il faut éviter ce genre de situation-là. D'accord. Et comme ça, là, peut-être que faisant le travail à la maison, les enfants, une fois à l'école, vont se rappeler ce que leurs parents leur ont dit, et puis bon, ils vont essayer autant que faire se peut de tenir sur la route. Mais quand rien n'est fait, et l'enfant se débrouille, il se décaca, il va, il vient, et puis ses copines, ses camarades, ses collègues lui disent tout, il fait tout, il rentre à la maison, vous ne savez rien. Hein. Reine, c'est bien beau de fustiger le comportement des parents, des enseignants, des étudiants, pardon, des apprenants, pardon. Mais quelque part, quand on sait qu'il y a des enseignants qui mettent suffisamment de la pression aux apprenants, si tu ne sors pas avec moi, tu as 0 du début d'année jusqu'à la fin d'année. Et généralement, dans ces cas-là, l'élève n'a pas raison devant l'enseignant. Quand c'est comme ça, quand vous êtes face à une telle situation, comment est-ce que chacun doit réagir? Vous avez été étudiante, élève et écolière. Je continue d'insister. Parce que nous avons ces schémas dans nos établissements. Oui, surtout dans les lycées et collèges. Hein, oui, où vrai. tu ne me donnes pas, tu as 0 jusqu'en fin d'année. Ok. Moi, quand j'étais en 3e, j'ai connu ça.
où j'ai eu 0. Mais comme moi, j'étais déjà une bagarreuse, au premier trimestre, j'ai encaissé le 0. Mais au deuxième trimestre, je suis allée vers mon grand-père pour lui dire, voilà. Parce qu'il m'a dit, comment tu peux avoir 0 en sport alors que tu es dans toutes les équipes sportives? Explique, j'étais obligée de parler. Mais tout le monde n'est pas moi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, face à ces situations, souvent, c'est vrai, ça arrive. Hein. Ça arrive où on peut se trouver face à un enseignant qui harcèle les étudiants. Et moi, je pense déjà que si il y a un enseignant qui harcèle les étudiants ou les étudiantes, ça veut dire qu'il a raté sa vocation, comme la maman a dit. Donc, se trouver en train d'harceler, ça veut dire qu'il a raté. Ça veut dire qu'il va harceler tellement au point où il risque de devenir un psychopathe parce qu'il en verra tellement des filles toute sa vie. Et là, c'est très dangereux encore. Ça peut encore se comprendre lorsque, voilà, c'est un enseignant qui a peut-être fléchi, peut-être grâce à une beauté d'une fille, peut-être son intelligence, peut-être l'amitié. À force d'être amis, ça a renforcé notre truc. Là, ça devient peut-être consentant et surtout lorsque vous êtes responsable. Hein. Parce que, excusez-moi, moi, je ne condamne pas trop totalement les enseignants parce qu'à un moment de la vie, surtout à l'université, on peut avoir des sentiments pour son enseignant. Ça dépend de ce que vous échangez. Ça dépend vraiment de ce que vous échangez. Il est ton éducateur, il est ton ami, il est ton pote, il est ton complice. Et ça peut arriver qu'il y a des choses qui se créent. Voilà. Donc, vous êtes... Au collège, il y a des choses qui ne voilà. doivent pas se créer. Voilà. Au collège, c'est pour ça que j'ai précisé à l'université. Au collège, c'est autre chose. Mais à l'université, il y a des grandes personnes. On est adulte, on est responsable. La faute peut venir des deux personnes. Là, quand c'est bon, il n'y a pas la faute. Personne ne saura. Mais c'est quand c'est mauvais qu'il y a la faute et qu'on commence à pavaner partout. Maintenant, pour revenir à la préoccupation de Madame Tatiana, lorsque maintenant on est face à un enseignant qui harcèle, déjà, premièrement, ça dépend des étudiants. Si c'est une étudiante qui est timide, elle risque de ne pas parler. Elle va subir. Oui, elle risque de ne pas parler et elle va subir. Ou alors, elle risque même complètement perdre carrément le fil et ne même plus se concentrer sur ce qu'elle est venue chercher. Parce qu'à chaque fois qu'elle va voir son enseignant, au lieu de penser au cours, elle va seulement penser à ce que l'enseignant lui a dit. Et là, c'est très dangereux. Mais non, si c'est que l'élève est un peu ouverte et que peut-être, entre-temps, elle est amie avec un autre enseignant ou elle se sent mieux à l'aise avec une enseignante qu'elle considère comme une grande sœur, comme une maman, elle peut aller lui dire que, voilà, c'est la confiance. Parce que très souvent, il ne faut pas oublier, hein, les enseignants sont trop solidaires. Ça, ils sont trop solidaires. Donc, avant de dire que vous allez vous prononcer pour parler, il faut faire très attention. Parce qu'en allant aussi dénoncer n'importe comment, vous ne savez pas à qui vous parlez, alors là, ça peut revenir dans ses oreilles. Et là, tu es foutu. Tu es foutu. Parce qu'il y en a également même des enseignants que lorsqu'ils t'harcèlent, tu n'acceptes pas. Il dit à son ami que moi, j'ai voulu la go, là, elle m'a refusé. Et puis toi aussi, comme on est amis, on se relie aussi pour lui faire ça dur. Donc, elle va subir. Donc, du coup, si elle a localisé quelqu'un à qui elle a confiance, elle peut se confier. Et celui-là ou celle-là peut aller voir l'enseignant harceleur pour dire que vraiment, arrête ce que tu es en train de faire, je suis au courant d'eux. Au cas contraire, elle n'a qu'à dire à la maison, voilà ce qui se passe, voilà. Ou alors, dire au directeur de l'école. Et si c'est à l'université, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours, il y a des conseillers pédagogiques, il y a tout ça à l'école, donc voilà. Alors, monsieur Sako, quand on parle de ce phénomène de relations intimes entre enseignants et apprenants, nous avons des enseignants qui sont des véritables prédateurs, pareil comme des étudiants. Alors, dans ce cas, lorsqu'on a face à nous un enseignant ou une enseignante vraiment prédateur qui ne laisse pas, ou tu vas avec moi sur le tatami, ou alors je te donne 0 en fin d'année. Vous, en tant qu'éducateur, comment est-ce qu'on peut gérer ces cas?
Merci. Vous voyez, depuis longtemps qu'elle parlait, là, je jubilais. Et je brûlais d'impatience, je brûlais d'envie de prendre la parole. Il y a des astuces qui sont merveilleuses. Moi, j'ai réussi à limer les ongles à 2 enseignants comme ça dans le secondaire. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est pour cela que j'apprécie beaucoup ce que Mme Aïvi a dit tout à l'heure. Mme Aïe, les parents qui ne jouent pas leur rôle sont des parents démissionnaires. Les parents ne jouent pas suffisamment leur rôle. Et si les parents n'est pas démissionnaire, lorsque moi je harcèle Reine et que ses parents ne sont pas démissionnaires, Reine converse souvent avec ses parents. Reine dialogue et discute avec ses parents. Reine pourra aller dire à papa ou à maman lors d'un petit déjeuner, « Maman, j'ai un problème. Hein. Il y a le monsieur de français ou bien d'anglais qui me crée des ennuis. » Or, les parents étant suffisamment responsables et ayant créé les liens entre l'école et la maison, peuvent aller voir le censeur, le directeur, pour lui dire, voilà, ce que je dis là, c'est passé. Je ne veux pas appeler le nom de l'établissement, sinon on va retrouver la personne. Lorsque moi, j'ai eu vent de cette affaire, les parents sont venus me voir. La maman et le papa sont venus me voir. J'ai d'abord eu honte, parce que c'est un professeur que j'admirais beaucoup pour sa capacité à diriger son cours. Le loup est toujours dans la bergerie. Voilà. Et quand ils m'ont posé le problème, j'ai appelé mon censeur. J'ai dit, censeur, voilà la situation. Mais on ne va rien, on va pas tirer à boulet rouge directement sur le concerné. Nous allons faire une réunion extraordinaire des profs. À cette réunion, nous allons dire ceci. Chers collègues, nous vous aimons bien, mais faites attention. Il y en a parmi vous qui sont en train de se jeter dans la gueule du loup. Tous les parents ne sont pas aussi patients que vous le croyez. Mais parmi les parents de vos enfants, il y en a qui sont de la police, il y en a qui travaillent à la présidence de la République, donc des gens qui sont très influents. Nous sommes dans le cas justement d'un monsieur qui est venu nous rapporter un fait, que celui qui se sent concerné prenne ses responsabilités pour qu'on n'en vienne pas au pire. On a fait la réunion, ça n'a pas duré 20 minutes. On est parti de là. Celui qui harcèle, il sait qu'il harcèle. Il sait qu'il est harceleur. Et il se dit, comme tout à l'heure, elle l'a dit, peut-être il va voir son copain pour dire, dis donc, ce qu'on a dit là, ça nous ressemble un peu, ou bien c'est la fille là. Alors, quand il commence à se poser cette question, pendant qu'il se pose la question et qu'il doute, il rengaine son pistolet pendant un bon moment, il évite de trop harceler la fille en question et d'autres filles, et ça permet de calmer les jeux. Et cela, vous devez répéter ça. C'est-à-dire, parfois on dit, il y a ce qu'on appelle un péché mignon. Mentir, c'est un péché. Mais il y a des mensonges qui sont des péchés mignons. Vous avez dit, par exemple, qu'il y a menace d'amener la presse, il y a menace de la gendarmerie pour venir chercher le professeur s'il n'arrête pas. Aucune menace de ce genre n'est venue. Mais vous faites peur. Quand vous dites à un enfant, on ne siffle pas la nuit parce qu'il y a des serpents qui... C'est pour l'éduquer. Donc, il y a cette facilité de gestion qui doit caractériser toutes les administrations, les parents aussi. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire, le professeur qui fait pression sur toi avec note, excusez-moi le mot, c'est peut-être un peu fort, ça existe, mais c'est un cancre. D'abord, il est faible, c'est un flemmard, il n'est pas intelligent. Sinon, moi, je peux te séduire sans la moindre note. Tu as 0, tu as 0. Tu as 20, tu as 20. Tu as 0, je te dis, tu peux faire mieux quand même. Hein? Tu as 20, je te félicite devant tous tes camarades. Et tu sens qu'il n'y a pas de parti pris. Ce n'est pas les sentiments qui doivent compter. Je vous raconte l'histoire d'une fille qui était à l'université. On fait des dégâts. On fait, surtout, quand vous parlez d'université, j'ai la chair de poule. Parce que beaucoup d'élèves, anciens élèves à moi, y compris une de mes filles, ont été victimes de cette situation. Parce que là-bas, c'est ce que le professeur dit ou rien. C'est la véritable solidarité. Ah non, ça c'est clair. C'est une solidarité formidable. Il y a l'un d'entre eux aujourd'hui qui a fui le pays, il n'est plus là, il est parti parce que ça devenait très fort. C'était au temps de l'ancien régime. C'était formidable. On le cherchait, mais il a pu prendre la poudre dans ce campette, il est parti. Mais l'une des filles a été contrainte de laisser. Elle devait soutenir, faire sa licence. On lui a montré que si elle n'obtempère pas, elle ne pourra pas s'en sortir. Hein. Alors, il faut obtempérer, sinon. Et puis, elle va là-bas. C'est comme quelqu'un qui a volé et qu'on gifle ici.
la personne va vers toi, toi aussi tu la gifles. De ce côté aussi, on la gifle. En fin de compte, que faire? Il faut sortir de ce lot. Elle est sortie du lot, elle a commencé à faire la vacation dans un établissement. Nous avons commencé à l'aider, à travailler avec elle. Mais elle était traumatisée. Et quand on lui parle d'université, elle a la rage. Dieu merci, aujourd'hui, elle est professeure certifiée. Elle a connu cette mésaventure, cette misère, juste parce qu'elle n'a pas ouvert l'entrejambe. Est-ce que le professeur qui est parti, qui est au collège, ou bien qui est à l'université, s'il a un peu de morale, un peu d'éducation, est-ce qu'on lui a dit que la contrepartie pour la réussite de vos étudiantes, de vos élèves-là, est-ce que c'est la jambe? Combien de jambes il va ouvrir? Combien il va faire? Dans un paquet de sucre, quand vous prenez 1 et 2 morceaux de sucre Saint-Louis, qu'est-ce que vous pouvez continuer à prendre? Moi, je dis aux gens, ne tombons pas dans le piège du diable, de la facilité, parce qu'une femme, quand elle est mûre et que ses parents savent que vous êtes ensemble, quand vous parlez des étudiantes, je vous comprends. Ce qui ne doit jamais se passer là, c'est au collège et au primaire. Malheureusement, aujourd'hui, ça se passe même au primaire. Oui. Des enfants de 12 ans au primaire. C'est pour ça que j'ai dit que la chèvre semble brouter. Oui. Là où elle est attachée. Et là, c'est là que j'interviens pour dire, il y a des arrêtés sur le harcèlement sexuel. Il y a des lois qui sont promulguées, des lois qui existent. Oui, il faut les appliquer. C'est l'homme qui a écrit tout ça. Il faut les appliquer. Dans une société où il y a trop de complaisance, nous allons regarder notre camion, il sera en train de dérouter, le fleuve est là-bas, on dit attention, hein. Si vous conduisez comme ça, attention. Et c'est dans le fleuve, le camion avec tout son chargement. Non, il faut parer au plus pressé en prenant des gens qui vont être sanctionnés. Si les autres ont des yeux, des oreilles, et de la sensibilité pour comprendre que ce qui arrive à l'autre là peut m'arriver, ils vont rengainer. Ils vont se mettre un peu plus au pas. Donc, moi, je crois que lorsque l'éducation de base a fait son travail et que la société a commencé à éroder le travail qui est fait par l'éducation, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Avant l'État, il faut que les parents, évidemment, quand on parle des parents qui sont démissionnaires, ils ne savent même pas qu'ils sont démissionnaires parce qu'il y a des parents de 4e, des enfants qui ont fait enfant en 4e. Quelle éducation ils ont reçue? Les mineurs émancipés. Voilà, vous voyez, donc c'est un imbroglio et le sujet dont vous débattez, dont nous débattons aujourd'hui, je vous assure, si vous pouvez répéter ces panels-là de temps en temps pour que beaucoup de gens comprennent, peut-être. Nous allons le faire. Même sur 100 personnes, quand on récupère 5 personnes, c'est déjà pas quelque petit. chose. Alors, chers amis internautes, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission de ce samedi. Oui, Madame Ivy, ça passe très vite. Je vais vous passer la parole pour votre mot de fin. Je sais que vous voulez renchérir, mais vous allez renchérir très rapidement et chacun de vous donnera son mot de fin. Oui. D'accord. Merci, Madame Tatiana. Et j'allais dire ceci que c'est vrai que l'université, les collèges ont été ciblés. Mais la vraie gangrène, c'est à l'enseignement primaire, comme l'a dit. Déjà? Donc c'est vieux. C'est vieux. Et moi, je me rappelle, c'est vrai, je suis syndicaliste aussi, c'est vrai. Mais je me rappelle que j'ai été appelée du temps de l'ancien président Kérékou et de ministre de l'enseignement maternel et primaire, dont je vais taire le nom pour ne pas... J'ai été appelée, comme d'autres collègues syndicalistes, à une table où il y a eu une lettre de dénonciation qui est partie d'un département donné. Je préfère ne pas donner des infos. Et la lettre là est allée jusqu'au palais de la présidence. C'était du temps du président Kérékou. Mais voyez-vous qu'avant que cela n'aille là, mais les parents ont écrit, le bureau de l'APE a écrit, c'est tombé dans une direction départementale de l'éducation. Des gens promotionnaires du directeur d'école, en tant que c'était un directeur d'école, un enseignant d'un certain grade, qui est récidiviste notoire dans une affaire comme ça. C'est son comme ça qui est comme ça. C'est un habitué. Les gens, dès que la lettre est venue là, mais il y a eu des gens dans l'administration qui ont fait disparaître la lettre de dénonciation. Le bureau de l'APE de la localité a attendu de voir le retour. Il n'a pas eu la suite, mais il a écrit direct au président de la République. Et vous connaissez la grande signature du président Kérékou là. Mais il a fait sur un papier, il a envoyé au ministre et il a demandé en 48 heures qu'il lui avoir la réponse de cette affaire-là. Et dis donc, ça a fait courir
Tout le monde. Tout le monde. Et nous, syndicalistes, on a été appelés. Ouais, je n'étais même pas une Bien, grande vous nous dites syndicaliste qu'on en ce veut moment. l'argent, on veut C'était ceci. juste une petite Voilà syndicaliste ça. à côté du secrétaire général de mon syndicat de base. Et puis, tout le monde prenait la parole. Mais j'ai vu des grands syndicalistes prendre la parole pour défendre un monsieur qui a engrossé son élève de 15 ans C'est grave. et qui C'est grave. l'a fait, avec la complicité des parents, sortir de la localité, l'envoyer au village. Un monsieur qui a l'habitude, dans toutes les contrées où il est passé, c'est ce qu'il a fait. Et quand il les engrosse, il les prend pour épouse. Il les prend pour épouse. Il les prend pour épouse. Et on a toujours continué de le garder directeur d'école dans cette affaire. Possible. Et il en était à son 4e ou 5e, sans compter les petites marchandes de l'école qu'il a engrossées et qu'il a prises pour épouse. Vous voyez que vous permettez le terme, hein, c'est un malade. C'est un scopate. Et dans ça là, Psychopathe. sur toute la table, le ministre était là-bas, toute son équipe, et puis les syndicalistes là, on leur donne la parole, chacun racontait. Mais quand le tour est venu à moi, mon syndicat, mon secrétaire général dit, bon, madame Ivy, tu peux parler. Je me suis levé. J'ai dit au ministre qu'avec tout le respect que je lui dois, je vais mettre le pied dans le plat. Parce que, enseignants que nous sommes, l'État nous a confié la fine fleur Absolument. de ces citoyens pour que nous puissions les instruire. Mais si au lieu d'instruire, nous devenons des loups pour ces enfants, mais il faudrait sévir avec la dernière rigueur. Mais on dit quoi? Il est directeur d'école. C'est pas un simple enseignant. Il a passé un certain nombre d'années dans le métier. Directeur d'école, conseiller pédagogique du moment, les anciens conseillers pédagogiques. Et il se permet, on dit que c'est un récidive notoire, il a fait ça dans d'autres départements, on l'amène là, il recommence. J'ai dit, monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, moi je demande ce que ce monsieur, non seulement qu'on le punisse avec la dernière rigueur, mais alors qu'on le sorte de l'éducation. Parce que ce monsieur, il n'est pas bon pour être un enseignant. Ça, c'est vrai. Et puis, ce n'est pas la première fois, ni la seconde fois, ni la troisième fois. Je dis qu'il faut lui appliquer la rigueur de la loi. Et je demande ce qu'on le rétrograde même. Et vous allez conclure. Et j'ai dit ceci que, D'accord. dans tout ceci, il ne devrait, en aucun cas, il ne devrait avoir des liaisons, des relations amoureuses entre L'apprenant. les apprenants et leurs enseignants. Tout simplement parce que vous êtes enseignant, c'est l'avenir, le devenir de l'apprenant qui vous est confié. Vous ne pouvez pas venir là. Et au lieu de faire de lui le citoyen de demain, vous le détruisez, vous le sortez de l'école, vous l'envoyez carrément dans la rue. Pour en faire quoi? Votre madame. Non. L'État ne nous a pas envoyé pour ça. Auquel cas, il vaut mieux sortir rapidement ce genre d'enseignant de la cour des enseignants qu'il aille se faire voir ailleurs parce qu'à l'enseignement, ce n'est pas ça. L'enseignement, c'est un métier noble. D'accord. Et nous qui sommes là, on est là pour former le citoyen de demain pour le développement du pays. Reine, votre mot de fin. Très rapidement. Hein. Ok, bon. Moi, ce que je peux dire, c'est beaucoup de courage à tous les enseignants. Beaucoup de courage à tous les enseignants et pour les apprenants de vraiment se focaliser en esprit que lorsque on va à l'école, c'est pour apprendre. Parce que même si tu pars faire la position, c'est pas des cuisses ou de quoi que ce soit, tu auras bel et bien des notes, mais à la sortie de ça, qu'est-ce que tu pourras faire puisque tu n'as rien appris? Ce n'est que tes cuisses qui ont appris. Donc au finish, c'est toi qui perds. Donc voilà, il faut savoir faire la part de choses. Et ce que je dirais aux parents, c'est le temps de la modernisation. Sincèrement, de parler beaucoup aux enfants. Parce que de nos jours, ce sont les réseaux sociaux qui éduquent les enfants. Or, le rôle des parents également, c'est d'éduquer vos enfants. Donc, essayez de parler avec vos enfants. Ça, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Que chaque parent puisse parler à ses enfants. Et si ce sont déjà des grands élèves, on n'a pas honte de parler avec ses enfants, avec ses filles. Devenez des amis, parlez-les, procurez-les des valeurs qui vont leur permettre à être, qui va leur permettre à être ces personnes-là qui vont développer leur pays. Parce qu'avec tout ce qu'on va faire, les mago-mago, on ne pourra absolument rien faire. Et la femme fan, à un moment vraiment, soyons sérieux.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et beaucoup de courage à tous les enseignants. Voilà, Monsieur Sagbo, les dames ont pris beaucoup plus de paroles, donc vous êtes un enseignant, vous allez être précis. Je vais être très précis. D'accord. Je voudrais dire que dans ce cas, tout le monde est coupable. Et parce que tout le monde est coupable, tout le monde doit mettre la main à la pâte, tout le monde doit tout faire pour que la situation change. Ça, c'est clair. Et les élèves, et les parents, et les apprenants, et les enseignants, et l'État qui nous gouverne. Je voudrais demander à tous les parents de prendre en main leurs enfants et de changer la gestion du portable. Voilà un colonisateur du nouveau siècle qui ne nous laisse aucune chance. Papa et maman et enfants sont maintenant tous colonisés, esclaves de ce petit appareil qui est destiné à autre chose. Je voudrais dire aussi à nos élèves, à nos apprenantes en général, aux étudiantes, à tout le monde, à toutes les filles, que le premier mari d'une fille qui est puberte, le premier mari, ce sont ses études. C'est ce qu'elle gagne en apprenant. C'est ce qu'elle va avoir qui va la conduire vers un travail. Parce que quand vous en avez, l'homme court plus derrière vous que vous ne devriez courir derrière lui pour n'avoir rien eu en main. Ah oui, Voilà, donc je voudrais vraiment que cette émission fasse le tour du monde et que tout le monde prenne sa responsabilité pour comprendre que demain, si nous ne corrigeons pas le tir maintenant, nous parlons aujourd'hui là, mais peut-être au sortir d'ici, une étudiante va se faire violer en plein jour dans les rues là. On sera en train de regarder ça. Une autre collégienne va se faire prendre là-bas dans un caniveau parce que la société serait totalement en déconfiture. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous faites à tous. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Liaison amoureuse entre enseignants et apprenants. À qui la faute? Vous avez écouté monsieur Toussaint Sagbo Fanou, qui est consultant en éducation. Le tort revient aux enseignants. Vous avez écouté madame Ivy, ancienne conseillère pédagogique. Également, elle est du même avis. Et vous avez écouté Reine de Dieu, qui est expert en environnement. Ils ont été tous unanimes. La faute revient aux enseignants. C'est vrai, la chèvre broute là où elle est attachée. Mais de grâce, chers enseignants, c'est pas toutes les herbes qu'on broute. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée.